Ne reviens plus jamais ici, ont dit mes parents. Je restais là, tremblant de froid pendant que la neige tombait. Cette nuit-là, je suis parti. Étage 5 ans plus tard, ils ont regretté de l'avoir dit. C'était la veille de Noël quand la voix de ma mère a tranché à travers l'embrasure de la porte. Ne reviens plus jamais ici. Ces mots ont frappé plus fort que le vent glacial derrière moi. La lumière du porche vacillait, projetant son ombre sur la neige comme un avertissement. Mon père restait silencieux, les bras croisés, les yeux froids. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. La neige a transpercé mes bottes alors que je descendais de ce porche, chaque flocon murmurant que quelque chose en moi venait de geler pour de bon. Cette nuit-là, je suis parti, et 5 ans plus tard, ils ont regretté de l'avoir dit. J'ai grandi à Seattle dans une maison où les apparences comptaient plus que la chaleur humaine. Ma mère, Marlène, croyait que la réputation était une sorte de religion. Chaque matin, elle glissait à travers la cuisine en talons, le rouge à lèvres parfait, me rappelant qu'une femme de la famille Moore devait toujours être présentable. Mon père, Thomas, parlait peu, mais suivait ses règles comme des écritures saintes. Il mesurait le respect par l'obéissance et le silence. Et puis il y avait Cassandra, ma sœur aînée, le genre de fille autour de laquelle ils avaient construit leur monde. Moyenne générale parfaite, fiancé parfait, sourire parfait. Lors des brunchs du dimanche, nos proches se rassemblaient autour de la table à manger comme des spectateurs à un spectacle. Maman versait le café, riait fort et disait « Cass vient encore d'être promu. Déjà en voie de devenir associé. » Tout le monde applaudissait. Puis elle se tournait vers moi. « Lavanna cherche encore sa voix » ajoutait-elle avec un mince sourire, comme si c'était un acte de miséricorde. Je sentais mon visage rougir, faisant semblant de siroter une tasse vide. À l'époque, j'essayais tellement d'être la pacificatrice. J'aidais à mettre la table, je faisais des courses, je restais silencieuse quand Cassandra m'interrompait au milieu d'une phrase. Je pensais que si je donnais plus, peut-être qu'il m'aimerait plus. Mais l'amour dans cette maison avait des conditions, des diplômes, des titres et le bon type de fréquentation. J'avais 20 ans quand j'ai rencontré Dylan Ree. C'était la fin du printemps, l'air était encore froid à cause de la pluie de Seattle. Je m'étais arrêté dans un garage automobile du coin parce que ma vieille Honda refusait de démarrer à nouveau. Dylan est sorti en s'essuyant les mains sur un chiffon, les cheveux en bataille, le sourire facile. « La batterie est morte » a-t-il dit en tapotant le capot. « Mais je peux la réparer. » Il ne m'a pas prise de haut. Il n'a pas jugé. Quand il m'a demandé si je voulais un café après, j'ai dit oui sans réfléchir. Nous nous sommes assis dans sa camionnette devant un petit restaurant, la vapeur embuant les fenêtres. Il m'a raconté comment il avait grandi avec peu de choses mais en travaillant dur pour tout obtenir. Je lui ai parlé de ma famille, du fait que rien de ce que je faisais ne semblait jamais suffire. Il a simplement hoché la tête et a dit, peut-être qu'il regarde les mauvaises choses. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai ri librement. Les semaines se sont transformées en mois. J'ai commencé à visiter le garage après le travail, apportant des sandwichs, apprenant à changer des pneus juste pour rester plus longtemps. Le monde de Dylan était bruyant, désordonné et vrai. Rien à voir avec le calme poli de la maison de mes parents. J'aimais cela. Je l'aimais bien. Mais je savais aussi ce que mes parents penseraient. Quand je l'ai finalement dit à maman, elle m'a dévisagé comme si j'avais avoué un crime. Un mécanicien, Lavanna, vraiment ? Sa voix dégoulinait d'incrédulité. Tu es allé à l'université. Tu pourrais être avec quelqu'un qui porte un costume, pas de la graisse. Papa n'a pas dit grand-chose. Il a juste plié son journal plus fermement. Cassandra a essayé d'arranger les choses avec son ton calme habituel. Ils veulent juste ce qu'il y a de mieux pour toi, a-t-elle chuchoté plus tard, mais ses yeux disaient qu'elle était d'accord avec eux. À partir de ce moment-là, chaque dîner est devenu un interrogatoire. A-t-il au moins une assurance maladie, demandait maman entre deux bouchées. Quel est son plan pour l'avenir, ajoutait papa. Je voulais crier que Dylan était gentil, qu'il travaillait plus dur que quiconque que je connaissais. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à manger, j'ai continué à me recroqueviller. La tension montait lentement, comme la pluie remplissant une gouttière jusqu'à ce qu'elle déborde. J'ai commencé à rentrer plus tard, utilisant les heures supplémentaires comme excuse. Maman a commencé à appeler le soir, laissant des messages vocaux empreints de culpabilité.
Tu brises le cœur de ton père. Mais quand je rentrais enfin à la maison était silencieuse, les lumières éteintes, à l'exception de la faible lueur de la fenêtre de leur chambre. Parfois, je me tenais au pied des escaliers, les écoutant parler de moi comme si je n'étais pas là. Elle s'égare, soupirait maman. Ce garçon va la ruiner. Papa grognait, et j'entendais le cliquetis de son verre sur la table de chevet. J'allais dans ma chambre, je fixais le plafond et je me demandais s'ils me verraient un jour au-delà de leur déception. Cet hiver-là, Seattle a semblé plus froid que d'habitude. Et pas seulement à cause de la météo. Je pouvais sentir que quelque chose se brisait dans notre famille, le genre de fissure qui ne guérit pas une fois qu'elle est là. Je ne savais simplement pas que la nuit où cela allait finalement voler en éclats était plus proche que je ne le pensais. Chaque dîner de famille devenait une pièce de théâtre où Cassandra brillait sous les projecteurs et où j'étais la doublure oubliée. Maman lui souriait de l'autre côté de la table. « Cass, parle-leur de la nouvelle affaire dont tu t'occupes, disait-elle, ignorant le fait que je venais de mentionner avoir reçu une félicitation au travail. Cassandra souriait poliment, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille, et se lançait dans les détails de ses réunions avec les clients au centre-ville. Papa hochait la tête, la fierté adoucissant son visage. Puis il me jetait un coup d'œil. « Tu devrais prendre des notes, Lavana. C'est à cela que ressemble l'ambition. » Ce n'étaient pas les mots qui blessaient le plus. C'était la façon dont il semblait naturel venant de lui. J'essayais de garder mes distances, mais la famille a le don de vous ramener dans le feu. Maman m'invitait toujours, disant que je lui manquais, mais chaque visite donnait l'impression d'entrer dans une salle d'audience. Les murs portaient un jugement. Même les photos de famille semblaient me foudroyer du regard. Une fois, alors que j'arrivais en jean après une longue journée au garage, maman a froncé les sourcils. « Tu t'habillais si bien avant » a-t-elle dit. Que s'est-il passé? Le fiancé de Cassandra, un chirurgien nommé Richard, a ri doucement, faisant semblant de ne pas entendre. Ils pensaient tous que Dylan était une phase, une rébellion mal avisée qui s'estomperait une fois que je retrouverais la raison. Mais Dylan me faisait me sentir vivante d'une manière que cette maison ne pourrait jamais faire. Il ne se souciait pas des pédigrés ou des comptes bancaires. Nous conduisions vers le détroit à la nuit tombée, nous nous garions près de l'eau et nous parlions de l'ouverture de son propre garage un jour. Il croyait aux petites étapes et au travail honnête. « Tu n'as pas besoin de leur approbation, m'a-t-il dit un jour. Tu as juste besoin de respirer. » Mais plus je passais de temps avec lui, plus le contraste devenait flagrant. La fête de fiançailles de Cassandra l'a confirmé. La salle de bal débordait de roses blanches et de lustres, sa vie parfaite exposée à tous. Maman m'a coincé près de la table des desserts, sa voix tranchante sous la musique. « Tu devrais penser à ton avenir, a-t-elle dit. Ta sœur épouse la stabilité. Tu joues à la petite famille avec un homme qui change des pneus. » Les mots m'ont profondément blessé. Je me suis excusé, sortant pour prendre l'air. La pluie se mélangeait aux larmes que je refusais d'admettre. Dylan a suivi, plaçant sa veste sur mes épaules. « Laisse tomber, a-t-il chuchoté. Mais comment le pourrais-je? Je sentais le regard de ma mère à travers les portes vitrées, froid et certain. Après cette nuit-là, j'ai arrêté d'essayer de réparer ce qui était brisé. Les appels de la maison restaient sans réponse. J'ai consacré mon énergie à aider le rêve de Dylan, à préparer des feuilles de calcul, à économiser chaque euro de reste. Pendant un moment, j'ai eu l'impression que nous construisions quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait leur prouver qu'ils avaient tort. Puis les commentaires ont commencé à se glisser à travers le sourire poli de Cassandra. J'ai entendu dire que Dylan loue toujours. N'est-il pas un peu coincé? Elle ne voulait pas être cruelle, mais la pitié dans son ton disait tout. J'ai réalisé alors qu'aux yeux de ma famille, le succès était un costume que l'on portait, pas une vie que l'on construisait. À l'approche de Noël, je me reconnaissais à peine dans leurs histoires. Pour eux, j'étais devenu l'exemple à ne pas suivre, celle qui avait échangé son avenir contre l'amour. Je me disais que cela n'avait pas d'importance, mais c'était le cas. Chaque mot, chaque regard, chaque silence, il s'empilait brique par brique jusqu'à la nuit où toute la structure s'est effondrée. C'est arrivé la veille de Noël. L'air à l'extérieur était assez vif pour piquer, et l'intérieur de la maison brillait avec la même perfection que toujours. Des guirlandes enroulaient fermement autour de l'escalier, des plats en cristal étincelant sur la table. Je n'avais pas prévu de venir, mais Cassandra m'a supplié.
Juste un dîner, a-t-elle dit. Maman est plus calme maintenant. Je l'ai cru. Dylan m'a déposé sur le trottoir, a embrassé mon front et a promis d'attendre dans la voiture. Je suis entré, brossant la neige de mon manteau. Maman a à peine levé les yeux de l'arrangement de l'argenterie. Tu es en retard, a-t-elle dit, la voix froide. Papa se tenait près du feu, un verre à la main, les yeux fixés sur les informations. Cassandra m'a fait un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Le dîner était calme au début. Dinde rôtie, sauce au canneberge et une tension si épaisse que l'on pouvait la couper. Maman a finalement brisé le silence. Alors a-t-elle commencé, toujours avec le mécanicien. J'ai hoché la tête. Elle a posé sa fourchette avec un léger cliquetis. Lavanna, tu gâches ta vie. J'ai essayé de rester calme. Il lance sa propre entreprise. Nous allons bien. Maman a ri, d'un rire court et sec. Bien. Est-ce cela que tu veux pour toi? Bien. Papa a ajouté sans me regarder, tu aurais pu être comme ta sœur. J'ai fixé mon assiette, la purée de pommes de terre devenant floue alors que ma gorge se serrait. Cassandra a murmuré, maman, peut-être que nous ne devrions pas. Mais maman l'a coupé. Non, elle a besoin d'entendre cela. Tu fais honte à cette famille, Lavanna, en vivant avec cet homme, en laissant les gens parler. Quelque chose a craqué en moi. Au moins, il est honnête, ai-je dit doucement. Il ne fait jamais semblant de m'aimer pour les apparences. La pièce est figée. Le visage de maman a pâli, puis s'est durci. Elle s'est levée lentement, sa serviette tombant sur le sol. Si tu sors avec lui ce soir, a-t-elle dit, la voix tremblante de fureur, ne reviens plus jamais ici. Le feu crépitait derrière elle. La neige dérivait devant la fenêtre. Papa n'a pas dit un mot. J'ai senti mon pouls battre dans mes oreilles. Tu le penses vraiment, ai-je demandé. Elle n'a pas scié. Oui. J'ai regardé Cassandra, espérant quelque chose, un mot, une main, n'importe quoi. Mais elle a juste baissé les yeux. J'ai attrapé mon sac dans le couloir, les doigts tremblants. Alors je suppose que c'est un adieu. Quand j'ai ouvert la porte, le froid m'a frappé comme une gifle. Je restais là, tremblant de froid pendant que la neige tombait, chaque flocon fondant sur ma peau et disparaissant avant d'atteindre le sol. Derrière moi, la porte s'est fermée avec un clic qui sonnait comme la fin d'une vie. Cette nuit-là, je suis parti. Les premières semaines après cette nuit-là se sont estompées ensemble, des matins gris, des chambres de motel bon marché, l'odeur de moquette humide et du café devenu froid. Je me souviens m'être assise sur le lit, serrant mon téléphone, hésitant à appeler à la maison. J'ai composé le numéro une fois. Ma mère a répondu, son ton sec, distant. Tu as fait ton choix, a-t-elle dit, et elle a raccroché avant que je puisse répondre. C'était la dernière fois que j'entendais sa voix pendant des années. J'ai dormi dans ma voiture pendant un certain temps après l'expiration du bail de l'appartement de Dylan. Il avait promis que nous trouverions un nouvel endroit ensemble, mais les plans ont changé. Une nuit, j'ai entendu le rire d'une femme venant de son atelier, suivi d'un claquement de porte. Quand je l'ai confronté, il a soupiré, même pas en colère, juste fatigué. Lavanna, je ne t'ai pas demandé de me suivre. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai mis mes affaires dans un sac de sport et je suis sorti sous la pluie. Cet hiver-là a été le plus froid que j'ai jamais connu. La pluie de Seattle ne s'arrête jamais vraiment. Elle passe simplement de la bruine à la tempête. Mais ce mois-là, cela semblait personnel. J'ai erré dans les rues jusqu'à trouver un petit dépôt de bus encore ouvert. Un chauffeur nommé Greg m'a remarqué en train de trembler et a demandé si j'allais bien. Ce n'était pas le cas, mais j'ai quand même hoché la tête. Il m'a conduite dans une auberge bon marché à la périphérie de la ville, a payé une nuit de sa propre poche et a dit « Repose-toi. Tu trouveras une solution. » Je n'ai pas beaucoup dormi, mais sa gentillesse est restée avec moi. Le lendemain matin, j'ai appelé Wendy, ma meilleure amie du lycée. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais elle a répondu à la deuxième sonnerie. Lavanna, a-t-elle dit, sa voix chaleureuse. Je lui ai tout raconté. Comment mes parents m'avaient jeté dehors, comment Dylan m'avait trahi, comment je n'avais plus rien. Elle n'a pas hésité. Viens ici, a-t-elle dit. Nous trouverons une solution. L'appartement de Wendy était petit,
une chambre, un canapé et un chat qui m'a sifflé dessus pendant la première semaine, mais c'était sûr. Elle m'a tendu une tasse de café instantané et 200 € de son bocal à pourboire. Ce n'est pas beaucoup, a-t-elle dit. Mais tu recommences à zéro. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un travail dans une supérette, faisant des doubles services, économisant chaque centime que je pouvais. Les clients me regardaient à peine, mais je m'en fichais. J'avais besoin de structure, de quelque chose pour m'ancrer. J'ai commencé à aller au travail à pied chaque matin avant le lever du soleil, regardant la ville se réveiller, les enseignes au néon s'éteignant, l'odeur de l'asphalte mouillé, le son des premiers bus qui passaient. Lentement, j'ai recommencé à me sentir humaine. Une nuit, après avoir compté la caisse, j'ai trouvé un prospectus épinglé sur le tableau d'affichage, cours du soir en comptabilité, université de proximité, inscriptions ouvertes. Je l'ai arraché et ramené à la maison. Les chiffres avaient toujours eu du sens pour moi. Ils ne mentaient pas, ne déformaient pas les significations. Ils s'additionnaient, ou pas. Je me suis inscrite le lendemain. Jongler entre les cours et le travail était brutal. Je quittais la boutique à minuit, prenais le dernier bus et m'effondrais sur le canapé de Wendy avec mes manuels ouverts. Mais chaque examen que je réussissais, chaque petite victoire, construisait une nouvelle version de moi, une version qui n'avait pas besoin de permission pour exister. 2 ans plus tard, j'ai terminé le programme et obtenu un poste de comptable junior dans une société financière du centre-ville. La première fois que j'ai vu mon nom sur la porte du bureau, Lavana Moore, département de comptabilité, j'ai pleuré silencieusement dans la cage d'escalier pour que personne ne me voie. C'est là que j'ai rencontré Raymond Cole. Il était professeur d'histoire et venait au bureau pour mettre en place un plan de retraite. Il avait cette énergie calme, le genre qui rendait la pièce plus silencieuse sans essayer. Il a demandé si je voulais prendre un café un de ces jours. Et pour une fois, je n'ai pas hésité par peur. Avec lui, je n'avais pas l'impression de devoir expliquer qui j'étais avant. 5 ans après être sorti dans cette neige, ma vie ne ressemblait pas à une rédemption. Elle ressemblait à la paix. J'avais un appartement rempli de mes propres meubles, un travail qui payait les factures, un cercle de personnes qui me voyaient moi, et non l'ombre des attentes de ma famille. J'ai appris que la vengeance ne signifiait pas toujours des représailles. Parfois, cela signifiait simplement vivre assez bien pour que les personnes qui ont douté de vous doivent faire face à ce qu'elles ont perdu. Quand mon entreprise a été invitée à un grand gala de charité organisé par la famille Moore, j'ai dit oui sans hésitation. Ma patronne, Laura Chen, a souri en me tendant le dossier. « Vous serez notre représentante », a-t-elle dit. Ils ont demandé à quelqu'un de la comptabilité de remettre le don. Je ne lui ai pas dit qui étaient les hôtes. Le gala se tenait au Hyatt du centre-ville, un de ces endroits que ma mère décrivait autrefois comme respectables. Je suis arrivé en avance, marchant sous des lustres si brillants qu'ils faisaient briller le marbre comme de la glace. Je portais une longue robe noire, simple mais élégante, le genre qui disait que je n'avais rien à prouver. Laura Chen a fait un signe de la main à l'autre bout de la pièce, son rouge à lèvres rouge accrochant la lumière. « Lavana, c'est votre moment », a-t-elle dit en me tendant le dossier de don. « Vous présenterez le chèque après le dîner. » J'ai souri, assuré, bien que mon pouls batte fort sous mes côtes. J'avais pratiqué ce calme pendant 5 ans. À l'extérieur, la pluie zébrait les lampadaires. À l'intérieur, le bourdonnement des conversations était presque orchestral, des verres en cristal, des fourchettes cliquetant contre la porcelaine, des rires polis. Chaque son me ramenait à cette nuit-là, la table, les accusations, le silence avant la tempête. Quand j'ai entendu la voix du maître de cérémonie annoncer « L'événement de ce soir est organisé par la fondation de la famille Moore », je me suis figé pendant une demi-seconde. Mon nom de famille a résonné dans la salle, plus lourd que dans mes souvenirs. Et puis je les ai vus. Ma mère, Marlène, se tenait près de la scène, drapée de soie bleu marine, chaque cheveu épinglé à la perfection. Mon père s'attardait à côté d'elle, plus vieux, plus lent, mais portant toujours ce même air de fierté contenue. Cassandra était là aussi, maintenant visiblement enceinte, son mari la guidant à travers la foule. Pendant un instant, aucun d'eux ne m'a remarqué. C'était comme regarder des acteurs dans une pièce que j'avais déjà dépassée. Je me suis tourné vers le bar, j'ai commandé de l'eau pétillante et j'ai attendu. Cela n'a pas pris longtemps. Le regard de maman a balayé la pièce et s'est posé sur moi. Ses yeux se sont écarquillés, la confusion se transformant en reconnaissance.
elle a chuchoté quelque chose à Cassandra, qui a suivi son regard. Papa s'est tourné en dernier, son expression illisible. Ils ne se sont pas approchés. Pas encore. Le dîner a commencé. Les serveurs bougeaient comme des horloges, servant du saumon rôti et du risotto au citron. J'ai à peine touché au mien. Mon nom est apparu sur le programme imprimé à côté de la ligne, dont d'entreprise présentée par Lavanna Moore, experte comptable, Northbridge Financial. J'ai regardé la main de ma mère trembler légèrement alors qu'elle le lisait. Quand le maître de cérémonie m'a appelé sur scène, je me suis levé lentement, chaque pas délibéré. Mes talons ont cliqueté contre le sol poli, le même rythme que les pas sur la neige de cette nuit-là. La salle s'est tue. J'ai pris le microphone, j'ai souri à la foule, puis j'ai regardé directement mes parents. « Bonsoir » ai-je commencé, ma voix assurée, résonnant doucement à travers les haut-parleurs. C'est un honneur de représenter Northbridge Financial ce soir. Nous sommes fiers de soutenir le travail de la fondation de la famille Moore en matière de logement pour les jeunes, car personne ne mérite d'être renvoyé de chez soi. Un murmure a parcouru le public. Le visage de ma mère s'est figé. J'ai continué, tenant le chèque géant. Ce don vient de personnes qui croient que tout le monde mérite une seconde chance. Parfois, quand des portes se ferment, la vie en ouvre une autre. Je l'ai appris à mes dépens. Je n'ai pas cité de nom. Je n'en avais pas besoin. Le silence disait tout. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Puis le maître de cérémonie s'est raclé la gorge, m'a remercié et a lancé les applaudissements. Des dizaines d'inconnus ont applaudi, inconscients de l'histoire qui crépitait comme de l'électricité à travers la scène. J'ai tendu le chèque à Laura et je suis descendu. Ma mère m'a rejointe avant que je n'atteigne la sortie. « Lavanna » a-t-elle dit, la voix basse, tendue. « Tu aurais pu nous prévenir. » J'ai croisé son regard. « Tu m'as prévenu la première » ai-je dit. « Tu te souviens. » Sa mâchoire s'est contractée. Cette nuit-là. Nous avions peur. Nous ne voulions pas dire. Je l'ai interrompu. Vous le pensiez. Et peut-être que vous en aviez besoin. Parce que si vous ne l'aviez pas fait, je serais toujours la fille qui essaie de gagner sa place à cette table. Cassandra planait derrière elle, une main sur son ventre, des larmes brillant dans ses yeux. Lavanna a-t-elle chuchoté. Ils ont changé. Maman, elle regrette tout. J'ai hoché la tête une fois. Peut-être. Mais je ne suis pas ici pour cela. Je suis ici parce que j'ai construit quelque chose qu'il disait que je ne pourrais jamais faire. Mon père a finalement parlé. Nous sommes fiers de toi, a-t-il dit doucement, comme si la fierté pouvait effacer des années de silence. La fierté, ai-je répété, goûtant le mot. Cela signifiait tout pour vous autrefois. Maintenant, cela ne signifie plus rien pour moi. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Autour de nous, les gens riaient. La musique s'amplifiait. Les verres de champagne trinquaient. Je me sentais presque détaché, regardant la famille de quelqu'un d'autre se désintégrer sous la douce lueur des lustres. Raymond est apparu à côté de moi, sa main chaude contre mon dos. « Tu vas bien » a-t-il demandé doucement. Je me suis tourné vers lui et j'ai souri. « Oui, mieux que bien. » Il a fait un signe de tête vers la sortie. « Alors allons-y. » Alors que nous sortions, j'ai entendu ma mère appeler à nouveau mon nom, plus doucement cette fois, presque suppliante. Je ne me suis pas retourné. À l'extérieur, la pluie s'était transformée en brume. La ville scintillait en dessous, des reflets ondulants dans les flaques d'eau. J'ai inspiré profondément, l'air frais et pur. Raymond a ouvert la porte de la voiture, mais je me suis arrêté, jetant un coup d'œil à la façade en verre de l'hôtel. À travers elle, je pouvais voir mes parents se tenant ensemble sous la lumière de la salle de bal, leur silhouette petite contre la toile de fond doré. Je me suis souvenu de la lumière du porche de cette nuit-là, de la neige qui tombait, du bruit de la porte qui se fermait. La même douleur a essayé de monter dans ma poitrine, mais elle ne pouvait plus me toucher. J'avais grandi au-delà de cela. Raymond a suivi mon regard. « C'est eux » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Oui, c'est eux. » Il a attendu. « Tu veux leur parler ?» Non. J'ai souri faiblement. Ils parleront à eux-mêmes. Les regrets sont assez bruyants. Il a pris ma main. « Tu es sûr ?
Je suis sur HD, et je le pensais. Nous avons conduit à travers les rues calmes de Seattle, les phares accrochant la pluie comme des fils d'argent. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de regarder en arrière. La ville ne ressemblait plus à une cage. Elle ressemblait à une preuve. La preuve que j'avais survécu, reconstruit et que je m'étais élevé sans la permission de personne. Quelque part derrière moi, dans cette salle de bal étincelante, mes parents disaient probablement à quelqu'un que j'avais réussi, déformant l'histoire pour faire croire qu'ils avaient toujours cru en moi. C'était très bien. Ils pouvaient avoir leur version. J'avais la vérité. Alors que la voiture tournait dans ma rue, l'enseigne au néon du café du coin a clignoté, ouvert 24 heures. J'ai souri. Il y a 5 ans, j'avais regardé par cette même fenêtre, fauchée et gelée, me demandant si je me sentirais un jour à nouveau en sécurité. Maintenant, je rentrais chez moi. La pluie tapait doucement contre le pare-brise. Il n'a jamais cessé de pleuvoir à Seattle. Mais ce soir, c'était différent. Cela ne piquait plus. Cela lavait simplement les choses pour les rendre propres. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, la pluie s'était adoucie en un murmure. Les lampadaires scintillaient sur le trottoir mouillé, et je pouvais voir mon reflet dans la vitre, assuré, sans peur. Raymond m'a raccompagné à l'étage, sa main frôlant la mienne. À l'intérieur, l'air était chaud, sentant légèrement le café et la lavande. J'ai enlevé mes talons et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la ville respirer en dessous. Il y a 5 ans, je me tenais devant la maison de mes parents, tremblant de froid, suppliant l'univers d'avoir pitié. Ce soir, je me tenais plus droite parce que j'avais appris quelque chose qu'il n'avait jamais appris, l'amour construit sur le contrôle n'est pas du tout de l'amour. Raymond est arrivé derrière moi, enroulant ses bras autour de ma taille. « Tu penses toujours à eux ?» a-t-il demandé. J'ai souri. Pas vraiment. Je clos juste le chapitre. À l'extérieur, la pluie brillait sous les lampadaires. Douce, infinie, indulgente. Il pleut toujours à Seattle, ai-je dit doucement. Mais je n'ai plus froid. Avez-vous déjà dû partir pour trouver la paix?